Au Moyen Âge, l'alcool était une partie intégrante de la vie quotidienne, des chaumières rurales aux salles de banquet royales. Imaginez une taverne médiévale animée. Autour d'une longue table en bois sont assis des paysans avec des chopes de bière brassées maison. À côté d'eux, un pèlerin arrose la poussière des chemins avec de l'hydromel. Et dans le coin de la pièce, un moine sirote silencieusement du vin dans un gobelet d'étain. Du nord froid de l'Europe, où régnait la mousse d'orge et de blé, jusqu'au sud ensoleillé, dominé par le vin de raisin. Le goût pour les boissons enivrantes unissait les gens à travers les régions et les classes sociales. Les boissons alcoolisées de l'époque n'étaient pas seulement un moyen d'étancher la soif ou de se divertir. Elles jouaient souvent le rôle d'aliments et de médicaments et avaient une signification sociale et culturelle profonde. Bien que la bière, le vin ou l'hydromel médiévaux aient eu un goût et une apparence différents de ceux d'aujourd'hui, leur production représentait un art fondamental qui combinait expérience, tradition et une pincée d'alchimie. La période millénaire du Moyen Âge, approximativement du 5e au 15e siècle, apporta de nombreux changements et améliorations dans le brassage des boissons alcoolisées. Mais le principe de base, la fermentation des sucres contenus dans les céréales, les fruits ou le miel, resta inchangé. Les gens médiévaux ne comprenaient souvent pas comment fonctionnait exactement le processus de fermentation. Ils considéraient souvent la transformation mystérieuse du jus sucré en breuvage enivrant comme un don du ciel ou l'œuvre de forces invisibles. Pourtant, par la méthode des essais et erreurs, ils apprirent à produire une gamme variée de boissons alcoolisées. Et tout cela sans invention moderne, sans thermomètre, sans connaissance des microbes ou des conservateurs chimiques. Les technologies clés étéchant les tonneaux en bois, les récipients en terre cuite et en étain, le feu ouvert et les sens humains, la vue, l'odorat et le goût, associés aux expériences transmises de génération en génération. L'alcool était brassé et fermenté dans toutes les couches de la société. Les femmes au foyer dans les villages cuisaient le pain, et en même temps dans un coin de la chaumière bouillonnait un seau de bière. Les moines dans les monastères cultivaient soigneusement les vignobles et perfectionnaient la production de vin de messe ainsi que de bière pour les voyageurs. Le résultat était des boissons qui savaient rassasier, remonter le moral et parfois même assurer une hydratation plus sûre que l'eau stagnante du puits. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment l'alcool était produit au Moyen Âge, du brassage de la bière dense aux céréales au piétinage des raisins lors du pressurage du vin jusqu'au secret de la première distillation de l'eau de feu. Nous révélerons quelles matières premières et procédés nos ancêtres utilisaient, en quoi leurs boissons différaient de celles d'aujourd'hui, et quel rôle jouaient les monastères et les corporations dans le perfectionnement de ces breuvages. Vous serez peut-être surpris par les ingrédients inhabituels que les brasseurs et vignerons de l'époque ajoutaient, des herbes et épices parfumées aux substances que nous ne consommerions certainement pas aujourd'hui. Dans un instant, nous révélerons aussi pourquoi la bière était considérée comme une boisson partiellement plus sûre que l'eau, et comment l'hydromel est lié à la création du mot lune de miel ou honeymoon. Installez-vous confortablement. Nous attend une excursion dans le monde fascinant des brasseries médiévales, des caves à vin et des ateliers alchimiques. La société médiévale était littéralement imprégnée d'alcool du berceau à la tombe. La bière, le vin ou l'hydromel apparaissaient sur la table de presque tout le monde, sous diverses formes et forces. Même les enfants buvaient alors de la bière faible ou du vin dilué avec de l'eau. Bien que l'idée d'un enfant avec une chope de bière nous paraisse troublante aujourd'hui, les sources indiquent que c'était pour des raisons pragmatiques. L'eau du puits ou des réservoirs pouvait être contaminée, par exemple par une charogne en décomposition. Et la bière bouillie était donc un choix plus sûr pour maintenir le régime hydrique. Bien sûr, il ne s'agissait pas de la laguerre d'aujourd'hui. Il s'agissait de bières dites faibles, avec une teneur en alcool plus faible, qui étanchait la soif mais n'enivrait pas autant. C'est cependant un mythe que les gens médiévaux évitaient de complètement l'eau. Ils savaient bien où chercher des sources pures, ou comment débarrasser l'eau de ses impuretés. Les historiens nous rappellent que les habitants du Moyen Âge buvaient régulièrement aussi de l'eau claire de puits ou de ruisseaux, si elle était disponible et non gâtée.
L'amour pour la bière et le vin ne provenait donc pas seulement de la peur de l'eau, mais plutôt du goût et des effets stimulants de ces boissons. Ce n'est pas pour rien qu'on disait où se brasse la bière, là ça va bien. L'alcool représentait simplement dans la vie difficile des gens un encouragement bienvenu. La bière était la boisson des gens simples, le pain liquide quotidien des paysans et artisans. Elle était dense et nutritive, et occupait donc une place importante dans l'alimentation. À la campagne, la plupart des familles brassaient la bière à la maison par leurs propres moyens. Et dans de nombreuses chaumières ne manquait pas un coin réservé aux tonneaux de bière ou à la cuve de fermentation. La qualité de la bière maison variait. Des brassins troubles et épais qu'un homme moderne pourrait à peine avaler, jusqu'aux meilleures bières qui étaient brassées lors d'occasions spéciales. En revanche, le vin était dans les parties plus froides de l'Europe, plutôt le privilège des classes supérieures. La noblesse et les bourgeois riches se l'offraient pour les banquets et maintenaient des caves bien approvisionnées. Dans les pays plus nordiques, le vin devait souvent être importé de régions comme la France, l'Italie ou l'Espagne, ce qui le rendait plus cher. Par exemple, les rois anglais contrôlèrent pendant des siècles l'Aquitaine, et de Bordeaux coulait vers l'Angleterre un vin rouge léger appelé claret, apprécié pour son goût frais. L'hydromel était symbole d'abondance et était populaire surtout dans les cours des souverains. Pour le peuple ordinaire, il représentait plutôt un délice de fête, car le miel était une matière première chère. La tradition voulait même offrir aux nouveaux mariés une provision d'hydromel pour le premier mois après le mariage, afin qu'ils aient un début doux de mariage, d'où vient la désignation anglaise de lune de miel, ou honeymoon. Il est intéressant que la bière devienne dans les monastères même une boisson de jeûne, tolérée. Un pain liquide que les moines pouvaient boire même en période de jeûne, quand la nourriture était limitée. D'autant plus alors, les brasseries monastiques, pendant la période du jeûne pré-pascal, brassaient des bières spéciales plus fortes, qui rassasiaient et ne violaient pas en même temps les prescriptions religieuses. Avec l'alcool était associée non seulement la subsistance, mais aussi la vie sociale. Dans les villes fonctionnaient des tavernes et auberges comme centres de divertissement et de rencontres. Imaginons une taverne bourgeoise. Autour de longues tables se pressent des voisins, des maîtres de corporation et des apprentis. Tous boivent et conversent amicalement. Le tavernier sert d'autres pichets de mousse pétillante. Sur le sol piétiné est éparpillée de la paille qui a absorbé la bière et la boue des chaussures des clients. Dans l'air se mélange l'odeur de fumée des torches avec le parfum d'oignons frits et le vacarme bruyant des débats. Une telle taverne n'était pas seulement un lieu pour boire, elle était le cœur de la vie communautaire, où se transmettèrent les nouvelles, se concluaient les affaires et se chantaient les chansons de beuverie. Les tavernes fournissaient un espace pour les négociations commerciales, les célébrations de fêtes et le simple défoulement après une journée pleine de travail. Naturellement, des problèmes y naissaient aussi. Les beuveries tumultueuses menaient à des bagarres et troubles, si bien que les conseils municipaux édictèrent de temps à autre des proclamations sur les heures de fermeture ou les interdictions de servir aux ivrognes notoires. Les prédicateurs ecclésiastiques mettaient en garde contre le péché d'ivrognerie, mais la consommation modérée de bière et de vin était une partie généralement tolérée de la vie, voire directement une norme. D'ailleurs, de nombreux ecclésiastiques aimaient eux-mêmes s'asseoir devant un verre. Les chroniques mentionnent plus d'un moine ou curé ivre. Cela l'illustre avec humour les plaintes d'époque que dans certains monastères, les moines avaient consacré leur vie plutôt au vin et à la bière qu'aux pieuses prières. Pour les étudiants et soldats, l'alcool était aussi un compagnon habituel. Nous connaissons des cas d'associations estudiantines de beuverie qui avaient leurs propres règles de concours de boissons. Le manuel rédigé en latin Ius Potendi ou Droit de boire conseillait comment boire une chope d'un trait. Les souverains n'étaient pas une exception. Peu de rois médiévaux étaient abstinents et se sont conservés des enregistrements de nuits de débauche dans les cours. Après de tels excès, les dirigeants se hâtaient alors le matin vers la confession pour obtenir la paix dans leur âme. La consommation totale d'alcool par personne était au Moyen Âge élevée par rapport à aujourd'hui.
Les gens ordinaires buvaient quotidiennement des litres de bière faible pour les repas et pendant le travail au champ. Dans les monastères, les moines recevèrent des rations. Par exemple, selon la règle bénédictine, environ un demi-litre de vin par jour, ce qui était considéré comme une quantité modérée. Une donnée intéressante provient d'un hôpital médiéval. Là, paraît-il, revenait jusqu'à 12 litres de vin par jour par patient. Nous n'avons pas besoin de nous effrayer. Une telle quantité servait aussi à d'autres fins qu'à boire, notamment pour laver le corps et désinfecter les plaies, si bien que la consommation hospitalière n'était pas seulement pour le plaisir. Il est néanmoins clair que le pain alcoolisé liquide était omniprésent. Mais comment toutes ces boissons étaient-elles produites? Qu'impliquait de brasser de la bière médiévale, ou créer du vin sans outils modernes? Dans un instant, nous nous rendrons ensemble dans la brasserie, la malterie et les caves et révélerons étape par étape les secrets de production du breuvage le plus populaire, la bière médiévale. Essayons de nous transporter un moment dans une brasserie médiévale. Dans le coin d'une pièce en pierre flamboie un feu sous un chaudron de cuivre, duquel monte une vapeur sentant le malt et les herbes. Le brasseur, vêtu d'une blouse de lin, remue avec une pelle en bois un mout épais et bouillonnant. À ses pieds se roulent des sacs d'orge et de blé, sur le banc gisent des gerbes d'herbes séchées, ses ingrédients secrets. Un jeune apprenti apporte des seaux d'eau froide du puits et les verse avec effort dans les cuves. Dans l'air se sent un mélange de parfums sucrés de céréales et d'amertume délicate de houblon. Tous attendent que la brassée soit cuite et que commence le processus magique de fermentation. Ceci est la réalité quotidienne du brasseur médiéval, pleine de travail dur, d'incertitude du résultat, mais aussi de fierté pour une bière bien brassée. La boisson médiévale la plus populaire et la plus répandue était la bière. Sa production n'était cependant de loin, ni simple ni uniforme. Chaque région et souvent chaque brasseur avait sa propre procédure et recette. En général, cependant, le brassage de bière se composait de plusieurs étapes fondamentales qui, depuis le Moyen Âge, n'ont pas changé dans leur essence. Tout commençait par les céréales, le plus souvent l'orge ou le blé. La moins chère et la plus commune était d'abord la bière, dite blanche de malt de blé. Elle avait une couleur claire et un goût plus faible. Le malt d'orge donnait à la bière une couleur plus foncée et un goût plus plein, et son importance croissait progressivement. Les grains de céréales étaient laissés tremper dans l'eau pour germer, ce qui créait le malt, essentiellement un grain partiellement germé plein de sucre. Les malteurs séchaient ensuite les germes, souvent au-dessus du feu, ce qui donnait à la bière un arrière-goût fumé. Et le malt séché était moulu en farine grossière. Cette farine de malt était ensuite mélangée avec de l'eau et chauffée dans une cuve. Se formait une bouillie de céréales épaisses ou mou. Pendant ce processus, les amidons du malt se transformaient en sucre fermentescible. Le liquide sucré résultant, appelons-le mou, était alors versé par les brasseurs dans un chaudron et mis à bouillir. Le brassage se déroulait dans d'énormes chaudrons de cuivre ou de fer au-dessus d'un feu ouvert. Dans le mou bouillant, ils ajoutaient divers ingrédients pour l'aromatisation et la conservation. Aujourd'hui, pour l'amertume et la durabilité de la bière, le houblon est clé. Mais celui-ci n'était pas toujours évident. Au début du Moyen Âge, la bière était brassée, soit entièrement, sans houblon, soit on utilisait à sa place des mélanges d'herbes appelés gruits. Ils pouvaient contenir par exemple de l'absinthe, du genévrier, du romarin, de l'achillée millefeuille ou d'autres herbes et épices disponibles. Ces ingrédients donnaient à la bière amertume et arôme. Progressivement, cependant, le houblon commença à s'imposer. Selon les enregistrements conservés, il était cultivé dans nos terres déjà au XIe siècle, et depuis le XIIe siècle, il est documenté aussi dans les brasseries ouest-européennes des ordres monastiques. Par exemple, l'abbesse savante Hildegarde de Bingen, au XIIe siècle, écrivait que le houblon aidait à garder la bière fraîche plus longtemps. Depuis le haut Moyen Âge, le houblon devint ainsi l'herbe brassicole dominante notamment dans les monastères et brasseries urbaines. Même si par exemple en Angleterre, ils brassèrent la bière sans houblon, ils l'appelaient ale, encore un peu plus longtemps.
et n'adoptèrent la variante houblonnée qu'au XIVe-XVe siècle grâce aux brasseurs flamands. Outre le houblon, on ajoutait à la bière médiévale tout ce qui était à portée de main et en quoi le brasseur croyait. Se sont conservées des mentions d'ingrédients vraiment inhabituels. Pour l'amertume et une meilleure mousse, on jetait parfois dans le chaudron une herbe séchée, ou une épice, par exemple fenouil, anis, sauge, fleur de cerisier, mais aussi un morceau d'écorce amère de chêne ou de pin. Certaines recettes mentionnent même l'ajout de bile de bœuf, ou un peu de chaux. Ces matières premières, nous ne les voudrions certainement pas dans la bière moderne, mais les brasseurs de l'époque expérimentaient, en pensant qu'elles amélioreraient le goût ou la durabilité de la boisson. La qualité de l'eau importait aussi beaucoup. Selon un ancien écrit brassicole, on distinguait 5 types d'eau, et pour brasser la bière était considérée comme idéale l'eau de pluie, parce qu'elle est douce et pure. Mais il n'y avait pas toujours assez d'eau de pluie, et en plus elle se gâtait facilement, si bien que souvent les brasseurs se contentaient d'eau de puits ou de ruisseaux, si elle était bonne. Dès que le mou était suffisamment bouilli avec les ingrédients, le chaudron était retiré du feu, et le liquide était laissé refroidir dans de larges cuves peu profondes, on les appelait refroidissoirs. Suivait l'étape clé mais mystérieuse, la fermentation. Les brasseurs médiévaux ne connaissaient certes pas les micro-organismes ni le concept de levure. Ils savaient cependant que s'ils ajoutaient au mou refroidi un peu de levain du brassin précédent ou un morceau de pâte fermentée, la boisson commençait à mousser et en quelques jours se transformait en bière enivrante. Ils s'assuraient ainsi, essentiellement, le transfert des levures brassicoles, sans se douter qu'il s'agissait d'organismes vivants. La fermentation se déroulait à température ambiante, généralement quelques jours seulement. La bière était alors soutirée par les brasseurs dans des tonneaux ou jarres d'argile. Contrairement à la lager d'aujourd'hui, elle n'était pas soutirée gazifiée au dioxyde de carbone en bouteille. Elle était servie fraîche, légèrement trouble et pratiquement sans bulles. Elle avait souvent une température plus élevée. Elle était tranquillement tiède. Et pour les brassins plus forts, le buveur devait se résigner aussi au reste flottant de levure et de malt. La bière médiévale était beaucoup plus épaisse et nutritive que la nôtre. Elle contenait des restes de céréales, n'était ni filtrée ni pasteurisée. Cela signifie qu'elle avait une durabilité limitée. Elle se gâtait très rapidement, surtout si elle ne contenait pas de houblon. La bière se buvait donc fraîche, généralement dans les quelques jours du brassage. Le goût pouvait différer de tonneau en tonneau. Le brasseur n'avait aucun instrument pour contrôler la température ou la pureté. Il comptait sur son expérience et son intuition. C'est pourquoi 2 brassins de la même recette pouvaient être donnés différemment. Du point de vue d'aujourd'hui, nombre de bières médiévales seraient à peine buvables. Les sources écrivent sur des boissons troubles comme de la boue, acides ou surépicées, éventuellement trop faibles ou au contraire inattendument fortes. Le prix de la bière se basait alors sur sa qualité. Les bières plus cristallines et savoureuses étaient plus chères, tandis que les bouillies, épaisses, bon marché, prenaient les pauvres. Avec la bière médiévale sont liés aussi divers défauts et fraudes. La bière était une marchandise populaire et profitable, si bien que certains taverniers et brasseurs essayaient d'augmenter les profits au détriment de la qualité. La dilution de la bière avec de l'eau était à l'ordre du jour, parfois si minutieuse que la boisson perdait toute sa force. Existe une historiette d'époque sur une tavernière rusée qui dilua la bière tant que celle-ci n'avait aucune mousse. Pour donner l'impression d'une bonne couronne, elle mélangea dans chaque chope un peu de savon, et la mousse fut au monde. D'autres malhonnêtes versaient encore dans la bière de la poudre de chaux brûlée ou du soufre, ce qui devait influencer le goût et la durabilité. Bien qu'ainsi, les clients se risquaient peut-être à des troubles gastriques. De telles pratiques menèrent progressivement à l'effort de réguler le brassage de bière. Déjà au XIIIe siècle, avec le développement des villes, les souverains accordèrent le droit dit de brassage, permission de brasser la bière, seulement aux bourgeois éprouvés, et existaient aussi des corporations de malteurs veillant sur le métier.
les villes obtinrent le droit de 1000, qui interdisait les brasseries concurrentes dans un rayon d'1 mille, pour s'assurer un monopole et contrôle de qualité. Dans les villes naissaient ainsi les premières brasseries professionnelles, avec des brasseurs spécialisés. Ceux-ci devaient être maîtres de leur domaine. Les enregistrements parlent par exemple du fait qu'un bon brasseur veillait non seulement à la qualité de la bière, mais avait dans la brasserie autorité aussi pour maintenir l'ordre et les mœurs, ne devait pas s'y tolérer les disputes ni obscénités envers les visiteuses féminines. Du point de vue d'aujourd'hui, la bière médiévale peut sembler primitive, mais elle posa les bases du brassage moderne. De nombreuses techniques, maltage, brassage, houblonnage, ont survécu sous forme modifiée jusqu'à aujourd'hui. Et certaines traditions brassicoles célèbres naquirent précisément au Moyen Âge. Par exemple, les brasseries monastiques belges, encore célèbres aujourd'hui, s'appuient sur les recettes des trappistes du Moyen Âge. Même l'amour tchèque pour la bière a des racines profondes dans le passé. La première mention écrite du houblon sur notre territoire, en 1088. Selon la tradition cependant naquit la toute première brasserie sur le territoire tchèque déjà en 993 au monastère de Břevnov à Prague, dans la charte de fondation du chapitre de Vyšehrad, témoigne d'une longue tradition. Les essais et erreurs séculaires des brasseurs médiévaux menèrent à l'amélioration progressive de la bière, jusqu'à finalement, au XVIe siècle, naisse aussi la première loi de pureté de la bière, le célèbre Reinheitsgebot bavarois de 1516, établissant que la bière ne peut contenir que de l'eau, du malt, du houblon et des levures. C'est déjà une autre histoire, au-delà des limites du Moyen Âge. Nous nous déplaçons maintenant des chaudrons mousseux de bière vers la deuxième boisson significative des temps passés, le vin. Dans un instant, nous découvrirons comment se déroulait la vinification médiévale et en quoi le vin médiéval différait de celui d'aujourd'hui. Le vin était au Moyen Âge une boisson étroitement liée à la culture des classes supérieures et de l'Église, mais dans les régions où la vigne prospérait, il pénétrait aussi dans la vie courante. Au sud de l'Europe et en Méditerranée, le vin était la boisson de table principale, aussi évidente que la bière au nord. Les raisins de vigne étaient cultivés partout où le climat le permettait, de l'Italie et la France ensoleillée jusqu'aux régions au nord des Alpes, où les vignobles s'étendirent, notamment grâce aux monastères. Précisément, les moines étaient les maîtres vignerons médiévaux. L'ordre des bénédictins et plus tard des cisterciens contribua au développement de la viticulture en Europe. Aux moines, le vin servait non seulement pour les repas quotidiens, mais principalement pour les besoins de la messe. Chaque monastère et église avait besoin de vin de messe, si bien que l'église motivait la fondation de vignobles, même dans des contrées où la vigne ne poussait pas auparavant. Par exemple, en Moravie, la viticulture se développait déjà au IXe siècle, sous l'empire de Grande-Moravie, et en Bohême, au XIVe siècle, l'empereur Charles IV soutenait activement la plantation de vignobles autour de Prague. Il fit même importer des plants de Bourgogne. Grâce à ces efforts, le vin devint plus accessible aussi en Europe centrale, au moins pour les bourgeois et la noblesse. Imaginons une scène de l'époque des vendanges. Sur la pente viticole travaillent des familles entières. Les hommes coupent au couteau les lourdes grappes de la vigne. Les femmes et enfants les ramassent dans des hottes. Après le coucher du soleil, la récolte est transportée dans la cour du domaine viticole, où se dressent déjà préparées de grandes cuves en bois. Un groupe de villageois robustes, aux pantalons retroussés, y entre pieds nus et commence à fouler les raisins. Résonnent rires et chants de chansons populaires, tandis qu'entre leurs doigts coule le mou pourpre collant. Le parfum des raisins écrasés et de la fumée du soir du feu se mélange dans l'air. Fatigués mais joyeux, les vignerons soutirent ensuite les premiers jets de mou dans des tonneaux et prononcent une prière pour que le vin réussisse bien. La production même du vin semblait à première vue plus simple que le brassage de bière. La nature avait fait une partie du travail déjà en mettant dans les raisins du sucre et des levures présentes sur les peaux.
cependant, un bon vin exigeait soin et connaissance. Tout commençait au vignoble. Pendant l'été se cultivaient les vignes. En septembre ou octobre venait le temps de la récolte. Les raisins devaient être rapidement traités avant qu'ils ne commencent à pourrir. Dans les petites exploitations viticoles, les baies étaient foulées aux pieds nus dans des cuves. Cette image, nous la connaissons déjà de l'Antiquité, et elle valait aussi au Moyen Âge. Dans les plus grandes exploitations monastiques et seigneuriales, on utilisait des pressoirs en bois, soit de simples pressoirs à levier, soit progressivement des pressoirs à vie perfectionnée, qui savaient extraire des raisins le maximum de jus. Le mou pressé, jus de raisin, était écoulé dans des cuves ou tonneaux et laissé à son sort, commençait la fermentation. Les levures naturelles sur les peaux de raisin s'occupaient de ce que le mou pendant quelques jours à semaines commençait à fermenter vigoureusement et se transformer en vin. Après la première fermentation tumultueuse, les vignerons soutirèrent le jeune vin des lits de levure dans des tonneaux propres. Dans ceux-ci, le vin mûrissait et se clarifiait ensuite. Le vin médiéval, cependant, n'atteignait de loin la pureté et stabilité des vins d'aujourd'hui. N'existait ni filtration, ni environnement stérile. Le vin était ainsi trouble, parfois de couleur brunâtre, et contenait des restes de levure ou particules solides. Il fallait souvent boire le vin dans les quelques mois de la récolte, avant qu'il ne devienne vinaigre. La conservation du vin sur une durée plus longue était un casse-tête, et ainsi, les gens inventaient divers procédés de conservation. Au soufrage du vin, désinfection des tonneaux à l'aide de soufre enflammé. Se résignaient progressivement les vignerons expérimentés. Ils découvrirent en effet que la fumée de soufre savait supprimer les bactéries de fermentation acétique, et le vin ne tournait alors pas si rapidement au vinaigre. Une autre astuce était d'ajouter au vin divers ingrédients. Similairement à la bière, ici aussi on expérimentait. Dans le vin, on jetait parfois une poignée d'herbes pour le parfum, par exemple thym, menthe ou sauge, ou on versait dans le tonneau un peu de résine de pin ou de sapin. Celle-ci conservait le vin, naissait un vin résiné, similaire à la retsina grecque d'aujourd'hui, cependant avec un goût résiné prononcé. Pour l'aromatisation et les effets thérapeutiques, on ajoutait aussi des épices, clous de girofle, cannelle, et du miel pour sucrer. Populaire était par exemple le vin épicé au miel, appelé hypocras, qui était servi sucré chaud lors des banquets comme digestif. Les vignerons non plus n'échappèrent à la tentation de frauder. Quand le vin s'oxydait trop et tournait au vinaigre, au lieu de le jeter, ils essayaient de le réparer. Parfois, on versait dans le tonneau du plâtre, source de calcium, ou de la poudre de marbre. D'autres fois, le vin était simplement beaucoup sucré au miel pour que l'acidité ne se sente pas. Le tour le plus dangereux des caves à vin médiéval représentait cependant l'ajout de plomb. Les maîtres de chais découvrirent que l'oxyde de plomb, appelé litharge, savait faire des merveilles avec le vin acide. Il neutralisait l'acide acétique en réagissant avec lui. L'acidité disparaissait ainsi, et en plus se formait de l'acétate de plomb, composé au goût doucereux qui aromatisait le vin. Du vin devenait ainsi d'un coup une boisson agréablement sucrée même sans miel. Mais cet élixir était un poison silencieux. Lors de la consommation prolongée de vin, ainsi amélioré, commençaient à se manifester chez les consommateurs les symptômes d'empoisonnement au plomb, douleurs abdominales, anémie et même la mort. Bientôt donc, les ordonnances princières durent interdire l'usage de litharge sous menace de châtiments sévères, même la peine de mort, quand il s'avéra quelles conséquences néfastes cela avait sur la santé de la population. La qualité des vins au Moyen Âge fluctuait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Existaient d'excellents vins d'archives qui mûrissaient en goût délicieux. Par exemple, vin doux de raisin sec, ou sélection de vendanges tardives pour les tables de banquets riches. D'un autre côté, la plupart des vins courants étaient nés les plutôt âpres, avaient une faible teneur en alcool. Les conditions climatiques ne permettaient souvent pas la maturation complète des raisins, si bien que le vin résultant était plus faible, et se gâtait rapidement.
Le paysan ordinaire ou la pauvreté urbaine buvait du vin dilué avec de l'eau, et souvent seulement ce qui restait du premier pressurage, le soi-disant deuxième vin ou vin faible des marques arrosées d'eau. Un tel vin était trouble et plus acide, néanmoins bon marché. En revanche, les nobles et bourgeois riches tenaient au vin de qualité. Ils se faisaient importer des tonneaux des régions viticoles renommées, ou soignaient leurs propres vignobles et caves. Des sources, nous savons qu'en Allemagne ou France médiévaux, il n'était pas inhabituel de boire, lors d'un banquet, une quantité incalculable de vin. C'est pourquoi aussi, par exemple, dans les hôpitaux monastiques, parfois, les patients recevaient du vin, même au lieu d'eau. Comme nous l'avons déjà mentionné, le vin servait aussi comme moyen d'hygiène et de santé. Il était utilisé pour les bains de bouche, pour désinfecter les plaies et comme solvant pour les élixirs aux herbes. Le vin médiéval avait en bref de nombreuses formes, des clarets légers, transparents, au vin sombre sucré. Mais généralement, il n'aurait probablement pas beaucoup séduit l'amateur de vin d'aujourd'hui. Il était souvent trouble, parfois surépicé et sans qualité stable. Il posa néanmoins les bases de la tradition viticole européenne. De nombreux vignobles célèbres ont leur origine au Moyen Âge, par exemple les vignobles monastiques en Bourgogne ou sur le Rhin, et la terminologie viticole ainsi que les procédés se développèrent, pendant des siècles précisément dans cette ère. Quand nous goûtons aujourd'hui une gorgée de vin, nous nous rattachons ainsi à une continuité millénaire. Au Moyen Âge, le vin devint non seulement symbole du sang du Christ lors des cérémonies, mais aussi symbole de position sociale et de culture. Bien que le cerf ordinaire s'adonnait plutôt à la bière, le vin resta la boisson royale jusqu'au temps moderne. Dès que la bière et le vin s'installèrent sur la table européenne, il semblerait que rien d'autre ne pouvait s'ajouter. Cependant, les gens médiévaux savaient de produire de l'alcool aussi d'autres matières premières. Et si on n'avait pas sous la main de céréales ni de raisins, vient le tour du miel. Matière première dont se préparait une boisson non moins intéressante, l'hydromel. Dans un instant, nous nous dirons comment l'hydromel était produit au Moyen Âge et pourquoi il recula progressivement à l'arrière-plan devant le vin et la bière. L'hydromel appartient aux plus anciennes boissons alcoolisées de l'humanité, et au Moyen Âge, elle conserva l'auréole de quelque chose d'exceptionnel. Déjà les civilisations antiques l'appelaient boisson des dieux, et aussi nos ancêtres croyaient que l'hydromel donnait force et santé. Dans les sagas vikings, on écrit sur l'hydromel coulant au Valhalla, et les anciens Slaves la servaient lors de cérémonies et célébrations. Au Moyen Âge, l'hydromel était symbole d'abondance et de luxe, boisson des rois, chevaliers et banquets importants. Le paysan ordinaire ne pouvait se l'offrir que rarement, parce que le miel, matière première principale, était précieux. Le miel était obtenu d'abeilles vivant sauvagement dans les forêts, ou de ruches appartenant aux monastères et souverains. Qui avaient accès à suffisamment de miel pouvaient brasser l'hydromel et jouir d'un prestige inouï. Transportez-vous en esprit dans la salle de banquet d'un château médiéval. Les longues tables se courbent sous les rôtis et miches de pain. Dans les coupes scintille l'hydromel doré. Après le riche festin se lève le roi avec une coupe ornée dans la main. À la santé et à l'abondance, crie-t-il, et tous les présents, des chevaliers aux dames de cour, lèvent leurs coupes pour le toast. L'hydromel sucré brille dans les flammes des torches, chaque gorgée réchauffe sur la langue et dans l'âme. De telles scènes d'abondance étaient au Moyen Âge associées précisément à l'hydromel, boisson d'occasion exceptionnelle. Les nouveaux mariés s'embrassent et sirotent la douce boisson. L'hydromel leur coule sur le menton, mais cela ne gêne pas, car elle doit symboliquement adoucir leur vie commune. Le processus de production d'hydromel était apparemment direct. Il fallait seulement du miel, de l'eau et du temps. Dans un grand chaudron ou tonneau, on versait du miel et mélangeait avec de l'eau dans une certaine proportion, selon les recettes, généralement pour que la solution ait autour de 20 à 30% de sucre. Parfois ce mélange était chauffé ou bouilli.
Ainsi se dissolvait le cristal de miel, et à la surface remontaient les impuretés et cires que le vigneron, ou plutôt mielleur, ramassait. Après refroidissement de la solution sucrée, commençait la fermentation. L'hydromel pouvait fermenter spontanément grâce aux levures naturelles présentes dans le miel et dans l'air, mais souvent, on aidait la fermentation en ajoutant un starter. Celui-ci pouvait être un morceau de pâte fermentée, un peu de levure de bière ou de mou de fruits fermentés. Dès que les levures pénétraient dans la solution de miel sucré, elles commençaient lentement à transformer le sucre en alcool. Ce processus était nettement plus long que pour la bière ou le vin. L'hydromel fermentait tranquillement plusieurs semaines à mois. Pendant la fermentation, elle dégageait un parfum mielé épicé et moussait. À mesure que diminuait le sucre et augmentait l'alcool, la fermentation s'arrêtait naturellement. Le résultat était une boisson de couleur dorée, de goût sucré à demi-sec, avec une teneur en alcool comparable au vin, habituellement autour de 10 à 14%. L'hydromel jeune n'était cependant pas tout de suite prêt à boire. On recommandait souvent de la laisser mûrir. Elle était versée dans des jarres ou tonneaux et stockée dans un endroit frais, où pouvaient se déposer les levures et se développer le goût. Les meilleurs hydromels mûrissaient en même plusieurs années. Les sources médiévales mentionnent que, par exemple, les hydromels polonais étaient réputés pour leur qualité, parce que les mielleurs de là-bas les laissaient très longtemps mûrir et les aromatisaient avec des herbes pour atteindre un goût unique. Dans l'hydromel, pouvaient s'ajouter similairement à la bière ou au vin divers ingrédients, une pincée de houblon. Oui, le houblon aussi était parfois ajouté pour un arôme légèrement amer, ou des mélanges d'épices et herbes. Par exemple gingembre, cannelle, genévrier, serpolet ou clous de girofle. Chaque mielleur avait sa recette familiale secrète. Les hydromels différaient par la couleur et douceur selon le type de miel. Hydromel floral clair versus hydromel forestier plus sombre, et selon la proportion de dilution avec l'eau. Certains étaient très sucrés et visqueux, si la fermentation ne se déroulait que partiellement et restait du sucre résiduel. D'autres hydromels étaient laissés fermenter à sec, si bien qu'ils étaient plus forts et plus âpres. L'hydromel se buvait le plus souvent lors d'occasions spéciales, au mariage, pendant les grands banquets, à la cour des souverains ou lors de fêtes importantes. La tradition du mois de miel, nuptial, honeymoon, provient précisément de la coutume de donner aux nouveaux couples suffisamment d'hydromel pour le premier mois de mariage, afin que leur union soit heureuse et douce. L'hydromel servait aussi dans la médecine populaire. On croyait qu'elle renforçait le corps, guérissait les blessures et donnait la longévité. Boire de l'hydromel avait le cachet de quelque chose d'ancien et de sacré. Bien que l'hydromel ait tenu pendant de longs siècles une place importante, son étoile commença au cours du Moyen Âge à s'éteindre. Les raisons de ce recul étaient l'un de plusieurs: urbanisation et moins de miel. Avec le développement des villes et la diminution des forêts, il y avait de moins en moins d'habitats naturels pour les abeilles, et donc moins de miel disponible pour la production d'hydromel. Sucre comme concurrence. En Europe, arriva un nouveau produit sucré, le sucre de canne d'Orient. Il commença progressivement à remplacer le miel comme édulcorant, ce qui retira à l'hydromel de son importance. Vin et bière en ascension. Le climat se réchauffa au haut Moyen Âge, et là où auparavant la vigne ou le houblon ne poussaient pas, commença à prospérer le vin et la bière. Ces boissons devinrent plus accessibles, et leur production était plus simple que de chercher du miel cher. Avènement des distillats. Depuis le XIIIe siècle apparaissent en Europe les premières eaux de vie, spiritueux distillés, inspirés des connaissances du monde arabe. Les fortes eaux de feu offrirent un nouveau type d'ivresse, et l'hydromel à côté d'elle commença à paraître dépassé. Progressivement, l'hydromel se retrouva ainsi sur une voie de garage. Cela ne signifie pas qu'elle disparut. Elle était encore produite par des passionnés dans certaines régions. Par exemple, en Scandinavie ou en Pologne mentionnée, la popularité de l'hydromel persista longtemps. Cependant,
De boisson des rois, elle devint plutôt une curiosité régionale. Ce n'est que dans les dernières décennies que l'hydromel revient au premier plan comme boisson historique, qui attire par son goût traditionnel. Pour l'homme médiéval, cependant, l'hydromel représentait un chapitre important, l'ivresse sucrée qui complétait la palette des bières et vins. Maintenant, nous nous transportons dans l'atelier alchimique, où naquit un type entièrement nouveau d'alcool, le distillat. Dans la partie suivante, nous apprendrons comment les maîtres médiévaux créèrent la première eau de feu, et pourquoi elle devint un phénomène qui éclipsa les bonnes vieilles boissons fermentées. Imaginons une chambre semi-obscure, remplie d'instruments étranges et de parfums. Au milieu se dresse un alchimiste en longue cape, regardant concentré dans les flammes du feu sous un alambic de cuivre. Dans la cornue, au-dessus du feu, bout un mélange de vin et d'herbe, un tube serpentin débouche dans une fiole de verre plongée dans l'eau froide. L'alchimiste récite silencieusement une prière ou incantation et attend. Soudain du tube commence à couler un liquide transparent. Goutte après goutte s'écoule dans la fiole préparée. Aqua vitae, chuchote le maître, eau de vie. Il vient d'être témoin d'un petit miracle, la transformation du vin en quelque chose de plus fort et pur. Pensif, il trempe le doigt dans le liquide et goûte une goutte. Cela brûle et réchauffe, jusqu'à ce que ses yeux brillent. Triomphant, il approche de la fiole la flamme d'une chandelle. L'alcool s'enflamme d'une flamme bleue. L'expérience a réussi. Ainsi pouvaient ressembler les premiers moments de naissance du distillat dans le laboratoire médiéval. Au Moyen Âge eut lieu une découverte révolutionnaire. Les gens apprirent à produire un alcool plus fort que toute boisson naturellement fermentée. Cette découverte était la distillation, processus par lequel on sépare et concentre l'alcool d'un liquide fermenté à l'aide d'évaporation et condensation. Bien que le principe de distillation fût connu des savants déjà dans l'Antiquité, Aristote décrivait la distillation de l'eau, et les alchimistes produisaient des distillats d'huile parfumée, la distillation de spiritueux, donc d'alcool potable, n'apparaît de manière prouvée qu'au Moyen Âge. L'alchimie arabe et perse joua un rôle clé. Déjà au 8e-9e siècle, expérimentaient des savants comme Jabir ibn Hayyan, connu en Europe sous le nom de Geber, avec un appareil appelé alambic, cornu de distillation avec casque et tube de refroidissement. Originellement, ils cherchaient des élixirs et essences pures de diverses substances. Ils découvrirent aussi qu'en chauffant du vin fermenté, ils pouvaient obtenir un liquide clair spécial qui s'enflamme facilement. Dans le monde musulman, l'alcool comme boisson était interdit, si bien que ces découvertes servirent plutôt la médecine et la chimie. Les médecins arabes ajoutaient du vin distillé dans les remèdes et l'appelaient alcool, originellement expression pour poudre fine, plus tard par extension pour toute substance distillée. D'où provient d'ailleurs aussi le mot alcool d'aujourd'hui. La connaissance de la distillation arriva progressivement dans l'Europe chrétienne, probablement par les traductions d'écrits arabes et contacts en Méditerranée. Les premières preuves écrites de distillation d'alcool en Europe proviennent du XIIe siècle d'Italie. La célèbre école de médecine de Salerne décrivait alors le processus de distillation du vin en aquavita, ou l'eau de vie. Ce surnom indique à quel point l'eau de vie était une nouveauté stupéfiante. Beaucoup croyaient qu'elle contenait la force vitale concentrée et que quelques gouttes savaient guérir les maladies et prolonger la vie. Le savant Arnold de Villanova, à la fin du XIIIe siècle, vantait l'aqua vitae comme panacée. Au début donc le distillat était utilisé principalement comme moyen thérapeutique et comme curiosité pour les alchimistes. Le processus même de distillation ressemble dans les descriptions d'époque à ceci. Dans un petit chaudron en métal, on versait du vin, ou autre, boisson fermentée, et on le chauffait au-dessus du feu. Au-dessus du chaudron était fixé un récipient fermé avec un nez, précisément l'alambic. Quand l'alcool dans le vin commençait à s'évaporer, à température plus basse que l'eau,
montèrent les vapeurs dans le casque de l'alambic, et de là dans le tube de refroidissement plongé par exemple dans l'eau froide. Là les vapeurs condensaient, et sous forme liquide goûtaient dans le petit récipient préparé. Le résultat était un liquide transparent beaucoup plus fort que le vin original, essentiellement de l'alcool pur avec un peu d'eau, la première eau de vie. L'alchimiste l'appela eau de feu, parce qu'elle était hautement inflammable et en buvant brûlait comme le feu. Cette eau de vie précoce était d'abord dosée goutte par goutte comme médicament. Cependant, il ne fallut pas longtemps, et les gens commencèrent à goûter l'alcool distillé aussi pour son effet enivrant. Ils découvrirent qu'il suffisait d'un petit verre, et l'effet était beaucoup plus fort qu'après une chope entière de bière. Au XIVe et XVe siècle, les distillats se répandaient progressivement en Europe. Les distilleries n'existaient pas encore au sens moderne, mais dans les pharmacies monastiques, et au cours commençaient à apparaître des flacons avec du vin brûlé ou alcool de céréales. En 1405 apparaît dans les annales irlandaises la première mention de Wishe Beata, gaélique, eau de vie, précurseur du mot whisky. Et similairement, dans d'autres pays, naissaient leurs appellations eau de vie, aquavit, etc. Dans les pays tchèques, pénétra l'expression koralka, peut-être du polonais gorzałka, pour l'alcool brûlé. Au début, les eaux de vie étaient considérées plutôt comme remède et curiosité. Mais vers la fin du Moyen Âge, déjà certaines personnes s'adonnaient aussi à elles. La distillation d'alcool ferma ainsi le cercle imaginaire des innovations médiévales dans le domaine des boissons. Tandis qu'au début du Moyen Âge, les gens ne connaissaient que les boissons naturellement fermentées d'une force jusqu'à 10%. À la fin du Moyen Âge, ils avaient déjà à disposition des spiritueux, avec une teneur en alcool plusieurs fois plus élevée. Ils se préparaient alors en petite quantité, et principalement pour la noblesse et les médecins. Mais dans les siècles suivants, ils connurent littéralement un boom. Originellement, savoir-faire alchimique se transforma en base d'une nouvelle branche, la distillerie. Il n'est pas sans intérêt que le premier livre imprimé sur la distillation parut en 1500, rédigé par le médecin Hieronymus Braunschweig, sous le titre Liber de art distillandi ou noble art de distillation. L'auteur y décrivait encore les alcools distillés principalement comme élixir curatif pour divers maux. Moins de 100 ans plus tard, existent déjà des témoignages sur la consommation d'eau de vie, aussi pour le plaisir. Par exemple, un voyageur anglais, en 1618, décrit avec humour comment il se permettait en voyage l'eau de vie, pour se réchauffer et stimuler l'esprit. Les distillats forts trouvèrent en bref rapidement leur public. Les expériences originellement alchimiques ouvrirent ainsi la voie à une quantité incalculable de nouvelles liqueurs dans les temps modernes, des eaux de vie de fruits aux liqueurs aux herbes, brandies jusqu'au whisky. Ces boissons n'auraient pas pu être produites sans les modestes débuts avec l'alambic dans l'atelier sombre du mage médiéval. Maintenant, nous avons bu la coupe de connaissances sur la production d'alcool au Moyen Âge. En conclusion, réfléchissons encore brièvement à l'héritage que nous ont laissé les brasseurs, vignerons et distillateurs médiévaux, et ce que nous utilisons de leur savoir-faire aujourd'hui. Du point de vue d'aujourd'hui, la production médiévale d'alcool paraît primitive, mais son héritage est vivant aujourd'hui. En beaucoup, nous nous rattachons au Moyen Âge. Par exemple, le brasseur moderne utilise certes des cuves en inox au lieu de cuves en bois et connaît les lois scientifiques de fermentation. Mais le principe de son travail ne serait pas étranger au prédécesseur médiéval. Il s'agit toujours de transformer céréales, eau et houblon en breuvage doré à l'aide de levure. Similairement, les vignerons utilisent aujourd'hui des cépages que sélectionnèrent des générations d'anciens viticulteurs, et dans les tonneaux mûrissent les vins de même qu'il y a des centaines d'années dans les caves monastiques. Et l'hydromel, elle connaît une petite renaissance. Les brasseries artisanales et apiculteurs la brassent à nouveau, selon les recettes historiques, et les gens découvrent le charme de son goût sucré. Même certaines liqueurs et distillats aux herbes se produisent selon des recettes vieilles de plusieurs siècles, par exemple la liqueur monastique. Chartreuse
a des racines au XVIIIe siècle, ce qui est encore un écho de l'ère des alchimistes. Bien sûr, beaucoup a changé en mieux. L'hygiène et la connaissance de la microbiologie, la vraie nature de la fermentation ne fut révélée que par Louis Pasteur au XIXe siècle. Exclure les pratiques, comme l'ajout de substances toxiques dans les boissons. Les bières d'aujourd'hui ne sont plus diluées par personne avec de la chaux, ni on ne verse dans les chopes du savon pour la mousse. Une mousse riche est assurée par les bonnes techniques de tirage et matières premières de qualité. Les vins, nous n'avons pas besoin de les masquer avec du plomb. Grâce au souffrage et filtration, ils durent savoureux et bons, beaucoup plus longtemps que le maître de chai médiéval pouvait se l'imaginer. Nous avons des thermostats, environnement stérile, culture pure de levure. Tout cela sont des innovations dont les maîtres médiévaux ne rêvaient même pas. Nous ne devons cependant pas oublier qu'ils posèrent les fondations. Chaque brasserie aujourd'hui se dresse sur les épaules de siècles d'essais et erreurs d'anciens brasseurs. Chaque vigneron doit aux écoles monastiques et à leurs soins les connaissances sur la vigne et l'économie de cave. Et même les distilleries s'appuient sur l'art des alchimistes qui jadis inventèrent les appareils de distillation. Il vaut la peine de mentionner qu'aujourd'hui certains passionnés et scientifiques essaient de brasser et produire des boissons exactement selon les recettes médiévales, dans le cadre d'archéologie expérimentale. Naquirent ainsi par exemple des brassins d'essai de bière avec des herbes au lieu de houblon, ou des lots de vin conservés avec de la résine et épicés selon les anciens guides. Le résultat ne séduit généralement pas trop les consommateurs modernes. Nous sommes tout de même habitués à d'autres goûts et standards. Ces tentatives nous permettent cependant de littéralement goûter l'histoire et de mieux nous imaginer quelles boissons buvaient nos ancêtres. En même temps, elles approfondissent notre respect pour les compétences des anciens maîtres et pour le chemin qu'a parcouru la culture des boissons. L'histoire de l'alcool au Moyen Âge nous enseigne aussi sur l'évolution culturelle. Aujourd'hui encore se dessine en Europe une ligne imaginaire entre régions, bière et vin, qui d'une certaine manière copie la division médiévale selon le climat et l'agriculture. L'alcool reste boisson sociale comme alors. Nous trinquons encore à la célébration et consolidation de l'amitié, bien que les formes de ripaille aient changé. Et par exemple, le vin a conservé aussi sa signification religieuse dans la liturgie chrétienne. Ce qui a cependant changé, c'est notre regard sur la boisson excessive. Tandis que le Moyen Âge était relativement tolérant envers l'ivrognerie, tant qu'elle ne menait pas à des troubles. Aujourd'hui, nous savons les risques sanitaires et promouvons la consommation responsable. Cela aussi est un signe de progrès. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que précisément les pays tchèques soient aujourd'hui une puissance brassicole. La tradition de brassage de bière y a planté ses racines déjà au Moyen Âge et depuis lors ne s'est pas interrompue. Similairement, les régions viticoles du sud de l'Europe doivent leur renommée aux soins de générations de vignerons, qui commença déjà sur les vignobles monastiques il y a des siècles. Les habitudes culturelles liées à l'alcool se transformèrent, mais ne s'éteignirent jamais. En conclusion, on peut dire que goûter la bière, le vin ou l'hydromel d'aujourd'hui signifie toucher de la main l'histoire. Chaque gorgée rappelle le long chemin du savoir-faire humain, des simples cuves en bois aux brasseries modernes high-tech. Si notre regard dans les verres médiévaux vous a intéressé, peut-être qu'au prochain toast vous réfléchirez sur le chemin par lequel notre boisson préférée a voyagé vers nous à travers les siècles. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si l'expédition d'aujourd'hui dans le passé vous a plu, je serais heureux que vous donniez un like à cette vidéo et la partagiez avec d'autres. À votre santé et à bientôt.